Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Où en sommes-nous précisément sur la question du chlordécone? Quels projets, quelles actions, quelles précautions prendre? Une réunion d'information avait lieu ce matin au parc naturel de Tivoli avec le collectif Zéro Chlordécone. Une nouvelle enseigne pour les éleveurs professionnels ou amateurs. Elle a été inaugurée à Place d'Armes et se veut une alternative, notamment dans la vente d'aliments pour animaux. Elle est une émanation de la coopérative Madivial. La vague de candidatures aux élections municipales du week-end. Nous irons notamment aux Anses d'Arlay, à Fort-de-France et au Carbet pour ce samedi. Le handisport à l'honneur ce matin au stade Pierre-Aliquer. Le challenge handi-athlétisme se tenait pour la 5e fois. Il permet aux enfants de s'initier à différentes disciplines. Et puis l'invitée de ce journal sera Carole Alexis, une Martiniquaise qui a réussi dans le monde très concurrentiel de la danse à New York. Elle présentait 2 spectacles cette semaine à l'Atrium. Et on commence donc avec la question du chlordécone. Pas de blocage ce samedi, mais une réunion d'information à Fort-de-France. Les membres du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison avaient invité le public à entendre un bilan de leurs actions en présence du docteur Jos Pélage, Dominique Legros, Olivier Nicoladi Duclos. Donc je passe la parole à Sophia qui va nous faire lecture de la lettre au maire. Aujourd'hui, il s'agit pour les membres du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison de montrer l'existence de ceux qui luttent contre l'empoisonnement. Ils s'infiltrent dans toutes les instances capables de donner du poids à leur démarche citoyenne. L'information publique est donc stratégique. Le dossier chlordécone est chargé. Le collectif se félicite de l'obtention du test de dépistage gratuit, mais ce n'est pas gagné. Il attend des soutiens politiques. À ce niveau-là, oui, on sent qu'on a été entendu. C'est un petit pas parce qu'il reste tant de choses à faire. Et au niveau, effectivement, même de nos politiques locaux, on a l'impression qu'il y a silence radio. Depuis 2012, oui, on a vu la montée. Et franchement, même depuis l'année dernière, il y a une réelle prise de conscience. Bon, les gens peuvent ne pas être d'accord pour certaines formes d'action, mais toutes les actions sont bonnes. La crédibilité des revendications du collectif doit être sans faille. Les intervenants ne sont pas choisis au hasard. Ce sont les garants de la fiabilité de leurs requêtes. Le docteur Jos Pélage est une des pionnières en matière de recherche quant à la contamination chlordécone. Ses préconisations concernant la sécurité sanitaire sont claires. Aujourd'hui, on a 40% seulement des terres contaminées, il y a 60% non contaminées. Ce n'est pas la peine de dépenser des sommes et des sommes à essayer de voir s'il y a 20 microgrammes, s'il y a 10 microgrammes, s'il y a 5 microgrammes. Ça coûte horriblement cher. Vous avez des terres qui n'ont jamais eu de chlordécone, jamais eu de banane. Ces terres-là sont zéro chlordécone. Donc les produits qui seront dessus sont zéro chlordécone. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faudra défendre aujourd'hui devant les autorités et que la population soit derrière nous aussi à défendre cette chose-là. Une réunion qui se tenait au jardin de Tivoli. Le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, c'est désormais un réseau. L'information et les actions sont relayées en Guadeloupe, Guyane et Métropole. Une nouvelle enseigne pour fournitures agricoles. Elle a été inaugurée il y a quelques jours à peine à Place d'Armes au Lamentin. L'enseigne est une émanation de Madivial. Même si la coopérative est aux prises avec une enquête judiciaire et de nombreux procès, elle poursuit donc sa stratégie de développement, notamment en ce qui concerne la vente des aliments pour animaux. Maurice Vuelton, Guillaume Bacoul. C'est comme si on s'était passé le mot. Ici, dans cette nouvelle enseigne de vente de produits agricoles de Place d'Armes, l'heure n'est pas à la polémique, mais bel et bien au travail et à un message. Ensemble, on peut y arriver. C'est un magasin d'éleveurs, avant tout. Alors, les éleveurs martiniquais, mes collègues donc et moi, avons pensé ce magasin pour répondre à nos besoins, tant en qualité qu'en quantité de produits professionnels, de matériel professionnel et d'aliments pour nos animaux. Tout ce qui nous intéresse, c'est mener à bien, conduire à bien nos élevages. AgriNature est une émanation de la coopérative agricole Madivial. Et on se souvient de la vive polémique ces dernières années entre la structure de production de viande et Martinique Nutrition Animale qui vend des aliments pour animaux accusés de monopole et de prix excessifs. Aujourd'hui, ces éleveurs, en créant leur magasin, veulent diversifier l'offre. Le monopole pas jamais fait avancer, c'est la concurrence qui a fait les choses avancer. Donc c'est leur concurrence qu'on rappelle les meilleurs prix. Donc jour du jour, nous
tributaires. Nous sommes tributaires. Aujourd'hui, nous allons essayer de démarrer nous parce que nous avons des besoins spécifiques. C'est nous qui avons besoin de nous. Donc c'est nous qui pouvons servir le mieux. On peut être libre de choisir et d'avoir du choix en fait. D'avoir plusieurs endroits où on peut acquérir du matériel, des animaux de qualité. D'une surface de 600 mètres carrés, cette nouvelle enseigne, montée en novembre 2019, a été inaugurée il y a à peine 2 semaines. Pour l'heure, elle embauche 6 personnes à temps complet. D'autres emplois pourraient suivre. La politique avec la première série de candidatures du week-end. On commence dans la capitale. Miguel Laventure présentait ce matin une nouvelle fois sa candidature à la mairie de Fort-de-France. Le conseiller municipal d'opposition fustige la situation budgétaire de la ville, mais promet de ne pas augmenter les impôts locaux. Aurélie Treuil, Guillaume Fraissinet. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Le déficit du budget de la ville de Fort-de-France, c'est le sujet brûlant au cœur de la campagne pour les élections municipales. Tous les candidats dans la ville capitale ont placé l'assainissement des finances de la ville en tête des priorités. C'est la liste du redressement de Fort-de-France. C'est la liste de l'espérance instaurée pour Fort-de-France. C'est la liste de la volonté politique pour sortir Fort-de-France de la situation où l'a entraîné un système dont on voit aujourd'hui les méfaits. Je suis à la CTM en charge des finances publiques. Vous savez que nous avons trouvé une situation déficitaire. Aujourd'hui, avec l'impulsion donnée par le président Marie-Jeanne, nous avons une situation qui est non seulement assainie, mais qui aujourd'hui ouvre des perspectives. Ce que nous avons pu faire à une échelle, heureusement, moins grave que ce que nous découvrons à Fort-de-France, eh bien, je crois que nous pouvons le faire pour Fort-de-France. Celui qui met en avant son expérience de conseiller exécutif en charge des finances promet de ne pas augmenter les impôts locaux pour redresser les finances de Fort-de-France. Il assure pouvoir aller chercher des ressources ailleurs. La diminution de la population est plus rapide à Fort-de-France que dans l'ensemble de la Martinique. Et par conséquent, aujourd'hui, il faut trouver de la ressource ailleurs. Alors il faut aller la chercher, notamment au niveau national, parce que nous appartenons à la République française et que nous avons la responsabilité, parce que c'est notre droit, d'aller rechercher les moyens que la République doit pouvoir nous donner, y compris quand ils sont exceptionnels. Nous devons aller les chercher ailleurs de la République, c'est-à-dire notamment en Europe. Avec sa liste, qui représente les forces martiniquaises de progrès, il dénonce le dépérissement de la ville. Baisse de la population, centre-ville en difficulté, insécurité. Ces mesures, il les annoncera durant sa campagne. Miguel Laventure a 5 semaines pour convaincre. Et aux Anses d'Arles, c'est David Dinal qui présentait sa candidature ce matin. Prise de parole et échange devant le front de mer. Ce cardiologue en est lui à sa 4e candidature dans sa commune. À 68 ans, il espère bien faire carton plein au premier tour. Delphine Bess, Marc Balsa. Ils ont voté pour. David Dinal est candidat à la mairie des Anses d'Arles depuis 2001. Et le scrutin de cette année se profile un peu comme une revanche de 2014 face au maire sortant. À l'époque, le candidat d'Hiver Gauche avait obtenu 900 voix, 35% des suffrages et pour la première fois, 4 élus au conseil municipal. Nous avons tenu à être présents dans toutes les commissions et au moment des conseils municipaux, nous étions les fers de lance pour mener la discussion, les débats, mais toujours de manière constructive, jamais en opposition systématique. Fils de pêcheur, né dans une grande fratrie, le docteur Dinal veut faire de sa commune un lieu exemplaire, écolo, tourné vers l'activité touristique et le sport santé. Je suis arlésien, j'ai toujours apporté ma contribution à travers la vie associative, le sport, la culture et bien d'autres choses, et même au niveau du développement économique en investissant dans cette ville. Donc aujourd'hui, avec mon équipe, je souhaite aller plus loin. Moi, je ne m'occupe pas de l'équipe sortante, moi je m'occupe de ma vision. Je dis simplement ils ont fait des choses, je ne vais jamais dire qu'ils n'ont rien fait. Et nous voulons aller plus loin, plus haut et amener la commune vers des choses qui permettent le développement humain, qui permettent le développement économique et le bien-être de la population. Le cardiologue à l'origine du parcours du cœur et artisan de la création des centres évaluation santé a forcément une vision originale du bien-être des Arlésiens. Ainsi, sa liste s'est récemment opposée à la localisation précise d'une station-service juste devant les cités. Ces boutiques encouragent la malbouffe et favorisent obésité et maladies cardiovasculaires.
Et enfin, Louis Boutrin a officialisé hier soir sa candidature aux élections municipales dans la commune du Carbet. Le candidat de l'Alliance Carbétine est également conseiller exécutif et président du parc naturel. Il a révélé les grandes lignes de son programme devant Sanga Fagour et François Marlin. Un premier rang, sans les grandes figures du Grand Semblé dont on pouvait pourtant s'attendre à la présence. Un choix conscient et assumé par le candidat de l'Alliance carbétienne. Chercher des tuteurs, chercher des curateurs, ça veut dire qu'il faut pas de confiance en l'idole. C'est parce que nous avons suffisamment confiance en nous-mêmes que nous n'avons pas cherché à l'extérieur ce que nous cultivons quotidiennement ici au Carbet. En revanche, le conseiller exécutif n'hésitera pas à mettre en avant le bilan de la CTM, énergie renouvelable, équipement pour les marins pêcheurs et transport, entre autres. Martinique Transport, qui est opérationnel depuis juillet 2017, écoutez bien, juillet 2017, a réorganisé le transport sur la Martinique et a organisé le transport sur la côte Caraïbe. Pour le Carbet, le candidat de Martinique Écologie souhaite la mise en place d'un contrat d'objectif municipal sur 6 ans, une évaluation des politiques publiques et une utilisation mesurée des référendums d'initiative communale sur les grandes questions qui agitent la commune. Dans notre contrat citoyen, nous allons vous proposer qu'il y ait un référendum d'initiative communale. Parce que quand il y a de grandes questions comme cela, ce n'est pas au maire de décider. Le maire n'a pas un pouvoir absolu. Ce n'est pas parce que le mettait en ruban bleu, blanc, rouge à l'entouré qu'il y a un pouvoir absolu. Il faut arrêter. Les soirées organisées au Carbet posent problème. Et c'est parce que ces soirées posent problème qu'il faut que l'on puisse décider ensemble et qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Louis Boutrin a finalement présenté ses colistiers pour ces élections municipales, une liste où il a souhaité rassembler plusieurs générations et catégories socio-professionnelles. Ce soir, c'est la nuit des champions, la soirée de clôture de la saison sportive qui met en lumière tant les champions que les bénévoles. Plusieurs trophées sont délivrés. L'an dernier, c'est Michael Stanislas, vainqueur du Tour cycliste, qui avait été sacré sportif de l'année. Alors la soirée va bientôt commencer à l'hôtel Batelière. Christophe Arnerin, vous êtes sur place avec Jean-Marc Kenenga. Alors Christophe, ce soir, à quoi faut-il s'attendre ? Bonsoir Cécile et bonsoir à tous les téléspectateurs de Martinique. La première, il faut s'attendre à une soirée riche en émotions. Tout d'abord, les personnalités coup de cœur du CETOSMA seront mises à l'honneur. Il y aura également les bénévoles, vous savez, toutes ces femmes et tous ces hommes qui œuvrent pour le sport seront également félicités. Et puis bien entendu, il faudra également faire la place à du suspense avec les 3 catégories phares. Le plus jeune champion, la meilleure équipe et bien entendu le champion des champions. Un titre que tout le monde attend ici. Une soirée de gala pour faire briller le sport et faire briller le talent de nos sportifs martiniquais. Merci Christophe Arnerin et bien sûr compte rendu demain avec la révélation du sportif de l'année. Toujours en sport, c'était la 5e édition du Challenge Handi Athlétisme ce matin au stade Pierre-Aliquer à Dillon. Un moment dédié aux sportifs en situation de handicap. Cette année, en plus des courses et des sauts, il y avait des épreuves de lancer. Christophe Arnerin, Jean-Marc Kenenga. Les lancers sont les grandes nouveautés de la 5e édition du Challenge de l'athlétisme adapté. Que ce soit avec les anneaux, la massue ou encore les vortex, ce concours a été largement plébiscité par les sportifs. Chloé, qui débute, n'a pas hésité à braver la pluie pour se surpasser. À quelle distance tu as lancé tout à l'heure 5-8 et c'est tout. Tu vas essayer de lancer plus loin? Oui. Comment faudrait faire à ton avis pour que tu puisses lancer plus loin? Il faut avoir de la force dans les bras et avoir envie. Une épreuve où se sont retrouvées différentes catégories d'âge, mais aussi différentes formes de handicap. Se dépasser sportivement, c'est aussi se rapprocher des autres. Avant déjà de créer des compétiteurs, on essaie déjà de créer une ambiance, une équipe. Et on essaie de prouver aux gens que globalement, eux aussi, ils peuvent faire partie de cette société. Un lien qui s'établit aussi avec les éducateurs qui guident et qui motivent, car nos sportifs en situation de handicap recèlent souvent en eux d'un très grand potentiel. Pour certains, c'est
quand même compliqué, donc on essaye, on apporte un petit conseil, un autre petit conseil, et puis petit à petit, ils ont réussi. Et pour certains, les derniers lancers, on avait vraiment tous envie d'applaudir parce qu'on avait réussi le challenge. Ce matin, les participants ont aussi pu s'essayer aux courses de vitesse, mais aussi aux longues distances. Le saut en longueur était également au programme. Objectif, démocratiser l'accès à l'athlétisme au plus grand nombre. L'athlétisme, on reste sur des courses, des lancers et des sauts. La seule chose, c'est que nous, on réussit à les adapter entièrement. Au niveau de ceux qui sont en fauteuil, par exemple, ils vont faire des lancers, mais ils auront une chaise de lancer où ils pourront avoir un appui spécifique. Les agrès aussi sont différents, donc on utilise de la massue, on utilise des balles lestées et des anneaux lestés, donc ce sont vraiment des adaptations spécifiques. Affluence record cette année, plus de 70 sportifs ont fait le déplacement au stade Pierre-Aliquer, de quoi nourrir des espoirs pour le développement du sport adapté à la Martinique. Et toujours en sport, cette très bonne nouvelle pour le basket féminin à Bourges. Dans le tournoi de qualification olympique, les Françaises viennent d'obtenir leur billet pour les prochains JO de Tokyo. Elles ont battu le Brésil. Et cette équipe menée par la Martiniquaise Sandrine Gruda a encore réalisé le match parfait. Ouvrons à présent notre page d'histoire du samedi. Elle est consacrée cette semaine à la Grande Grève de février 1900. À l'époque, faire la grève, c'était plutôt risqué. Au moins 10 personnes ont été tuées dans ce mouvement d'ouvriers agricoles qui a marqué le début de la lutte syndicale en Martinique. Cyriaque Sommier, Eddie Belle-Rose, Olivier Auguste. Il est près de 16h ce 8 février 1900 quand 400 ouvriers agricoles arrivent devant l'usine sucrière du François avec la ferme intention de bloquer la structure et de rallier ses salariés à leur cause. Face à eux, 25 soldats dépêchés sur place en urgence, fusils armés. Ou bien quelqu'un qui s'est affolé et a tiré le premier coup de feu, ou bien peut-être qu'il y avait eu des ordres dans ce sens, et à partir de ce moment-là, à partir du premier coup de feu, c'était parti. Il y a eu une trentaine de cartouches tirées et vous avez eu 19 et 9, vous avez eu près de 30 tués et blessés. Ce drame est le point d'orgue de la Grande Grève de 1900. Depuis 15 ans, la colère monte sur les habitations à mesure que les conditions de travail se dégradent, situation due à la crise mondiale du sucre. Évidemment, il y a baisse du prix de vente. Les propriétaires, les patrons, eh bien, se disent « qu'allons-nous faire ?» On va agir sur la masse salariale. Parallèlement, la tâche augmente et les conditions de vie sont rendues de plus en plus difficiles sur les habitations en raison des pratiques qui y ont cours, comme le caïdon ou le piquant. Le piquant, c'est une espèce de sanction. Vous êtes pointé pour n'être pas présent ou avoir fait une mauvaise tâche, etc. On avait créé ce qu'on aurait appelé aujourd'hui une crypto-monnaie, qui était le bon caïdon. Ça veut dire que l'ouvrier ne pouvait acheter avec son salaire que sur l'habitation. À la fin de la semaine, il pouvait devoir encore de l'argent parce que, vous savez, pour vous donner une ordre d'idée, 1 kilo de viande, par exemple, coûtait 2 francs. Alors qu'un ouvrier ne payait pas 2 francs pour la journée, n'était pas payé 2 francs. C'est ainsi que débute la Grande Grève autour de cette revendication principale, la mise en place d'un salaire minimum de 2 francs par jour. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Monsieur Michel, pas les bails de francs. Le mouvement prend naissance sur les habitations de Sainte-Marie et du Marigot, avant de s'étendre plus au nord, au Lorrain et à Basse-Pointe, et vers Trinité et le Robert, un peu plus au sud. C'est une grève marchande. Les travailleurs partent de leur habitation, ils sont déjà sensibilisés, ils ont quelques meneurs et ils vont débaucher leurs camarades de travail sur d'autres habitations afin de renforcer le mouvement. 400 ouvriers partent ainsi de plusieurs habitations du Robert en direction du François. Ils empruntent la voie du chemin de fer qui achemine habituellement la canne à sucre jusqu'à l'entrée nord de l'usine, là où des soldats les attendent, prêts à ouvrir le feu. On a entendu d'abord un coup de feu, puis ensuite ça a pétaradé dans toutes les directions, ou du moins dans la direction des grévistes.
Officiellement, la fusillade a fait 10 morts et 18 blessés, dont 12 grièvement atteints. Plusieurs ouvriers touchés avaient regagné leur case et auraient également succombé à leurs blessures. C'est la stupeur dans la commune. Les gens ont peur, parce qu'on est persuadé qu'il y a des gendarmes partout qui vont assassiner tout le monde. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces gendarmes-là, ils étaient venus tellement pour en découdre. Ce n'étaient pas des gendarmes d'ailleurs, c'était des militaires. C'est qu'ils avaient la baïonnette au canon. C'était un fait de guerre, quoi, pratiquement. Le bourg s'est trouvé en état de siège, littéralement occupé jusqu'au mois de mars, à la mi-mars, par des troupes. De l'autre côté, par contre, le mouvement s'étend encore plus fort du côté de Rivière-Salée, de Ducos, du Saint-Esprit, en passant par le Lamentin. La grande grève bénéficie désormais du soutien des employés d'usines. C'est dans ce contexte que s'ouvrent les négociations de Rivière-Salée sur l'habitation Laguillot, en présence du grand propriétaire Jean Ayotte et d'environ 2000 grévistes. L'accord signé le 15 février prévoit une augmentation de salaire de 50% ainsi que la suppression du caïdon et du piquant. C'est la première victoire ouvrière en Martinique acquise au prix du sang. C'était nos héros à nous. Ce sont des gens qui ont eu le courage de s'opposer à ce qui était une injustice notoire. 120 ans après, certains continuent de se battre pour que les noms des victimes de février 1900 restent gravés à jamais dans notre mémoire collective. Retour au contemporain et cette semaine sur la scène de Tropicatrium, les amateurs de danse étaient servis. Le Ballet des Amériques s'est en effet produit pour 2 spectacles, Casse-Noisette et Une carte blanche. La particularité de Carole Alexis, c'est qu'elle est martiniquaise et elle a une école de danse à New York. Nous la recevons dans un instant. Mais tout d'abord, regardez cet extrait. Voilà, ça c'était la répétition du spectacle. Bonsoir Carole Alexis. Bonsoir, Cécile. Vous êtes donc la chorégraphe de cette compagnie. Vous êtes aussi, vous dirigez un conservatoire à New York. Oui. Voilà. Et alors la particularité, c'est que vous êtes martiniquaise. Vous avez commencé au Cermac. C'est rare de réussir quand même dans cette ville où il y a tellement d'écoles de danse renommées et de tenir finalement. C'est difficile, mais dès ma tendre enfance, j'ai très vite appris que le travail mène aux choses. Donc je me positionne pas en tant que faire les choses pour le succès, mais faire les choses parce qu'elles doivent être faites et parce que je suis passionnée de mon métier. Et donc effectivement, le travail amène à une forme de succès, une forme parce qu'il y en a plusieurs. Et effectivement, le Ballet des Amériques sur New York est en train de prendre de l'ampleur et une belle réputation. Alors, le Ballet des Amériques, c'est votre compagnie que vous avez créée quand donc la compagnie est créée en 2011. Donc elle a bientôt 10 ans et elle a donc ces deux entités, le conservatoire qui offre une formation professionnelle. Aujourd'hui, on a des élèves qui ont pu participer à des stages à la Juilliard, à l'Opéra de Paris, au Royal Ballet, à Londres, au Bolshoi, etc. Donc la qualité de l'enseignement se prouve aujourd'hui. Mais il y a surtout, donc, dans ce cadre avec Tropicatrium, la compagnie professionnelle Ballet des Amériques qui est constituée de 12 danseurs. 12 danseurs. Et au conservatoire, vous avez combien d'élèves? Nous avons une cinquantaine d'élèves. Une cinquantaine d'élèves. Combien de professeurs? Nous avons à peu près 12 à 15 professeurs, 12 permanents, et on a les professeurs qui viennent en stage, en lecture. Et tout ça à New York, où il faut rappeler, il y a quand même Alvin Ailey, toutes ces compagnies, vraiment tous ces conservatoires très très renommés. Alors, je suppose que quand vous revenez au pays, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois. Mais là, c'était vraiment, en plus, on a, enfin, avec le Casse-Noisette et hier soir encore, de grands moments d'émotion, parce que vraiment le public était là. J'ai revu tellement de gens du passé,
Et c'était un vrai retour au pays natal, qui était au départ une idée, une belle conversation que j'ai eue avec Manuel Césaire, le directeur de Tropicatrium, qui est lui-même un artiste. Donc on a une conversation autour de l'art, Peut-être à suivre donc de futures collaborations plus tard. J'espère vraiment. Enfin, la conversation commençait sur ça, puisqu'il est, lui, comme moi-même, croit en la diffusion, la production et l'éducation, ce qui est leurs objectifs. Donc, naturellement, a été invité, après ces conversations, le Ballet des Amériques, et ça s'est passé formidablement. On a travaillé avec une équipe extraordinaire de niveau professionnel, de haut niveau professionnel, et dans la bonne humeur. À Tropicatrium, les danseurs sont repartis complètement enchantés. Très bien. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce que moi, la dernière fois que je vous ai vu à New York, c'était en 2008 pour la campagne de Barack Obama, et on vous voyait distribuer des tracts, vous étiez impliqué comme pas mal de monde. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Comme beaucoup de gens, dans une grosse angoisse depuis les dernières élections. Depuis les avant-élections, d'où a été la création de mon ballet du Boléro de Ravel. Cette tension était tellement difficile et intense qu'il m'a fallu la mettre sur scène. Et aujourd'hui, je suis comme des millions de gens aux États-Unis comme dans le monde entier, dans l'espoir de vraiment un changement complètement à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui, avec ce personnage qui est vraiment... Voilà, je n'ose même pas en passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole Alexis, d'être venue et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Et ils étaient plus de 2000 cet après-midi à courir la Carnival Run. Cette course déguisée de 5 km à travers les rues de Schœlcher était organisée par le Rotary Club. Elle a pour but la collecte de fonds afin de venir en aide aux enfants ayant des troubles d'apprentissage. Une 5e édition qui se conclut habituellement par une beach party sur la plage de Madiana. Et je vous propose cet extrait signé Guillaume Bacoul. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous en rappelle le titre principal. Où en sommes-nous précisément sur la question du chlordécone ? Quels projets, quels progrès, quelles actions, quelles précautions prendre ? Une réunion d'information avait lieu ce matin au parc naturel de Tivoli. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité locale sur notre site internet martiniquelapremière.fr. On se retrouve pour l'actualité dans le reste du monde.